Mon invité du jour est David Engels. Il est historien et professeur d'université à l'Institut Zachodni à Poznań en Grande Pologne, mais également détenteur d'une chaire à l'Université libre de Bruxelles. Il présente son ouvrage « Que faire ? Vivre avec le déclin de l'Europe ». C'est un ouvrage en forme de manuel de survie dans une civilisation en déclin. Et ce n'est pas un énième ouvrage sur le déclin, mais c'est aussi un ouvrage qui veut apporter des réponses. Que faire dans une société en déclin ? Dans mon livre précédent, Grand public, j'avais parlé surtout des parallèles sociétals, politiques entre la crise actuelle de la civilisation européenne d'un côté et la chute de la République romaine. Et donc j'avais tenté d'analyser ça essentiellement d'une certaine macro-perspective. Or, cette question nous touche tous, cette impression de vivre dans une civilisation à la dérive, en déclin, vieillissante. On parle du vieux continent et ce genre de choses-là. Et donc, évidemment, ces perspectives qui s'offrent sur base de ce déclin ne sont pas très réjouissantes et tout le monde doit se poser la question, mais comment est-ce que je peux me positionner moi-même? Comment est-ce que je peux survivre finalement? Comment est-ce que je peux rester fidèle à mes idéaux, essayer de les transmettre aussi aux jeunes, à nos descendants, pour que cette Europe et ces valeurs historiques traditionnelles de l'Europe puissent se transmettre d'une génération à l'autre? Et donc, c'est une question qui m'avait fort tourmenté. J'avais beaucoup réfléchi à comment agir personnellement et on est sorti alors ce petit livre « Que faire ?» qui se veut d'ailleurs en plus un petit clin d'œil au roman de Tchernychevski qui lui est évidemment un livre du côté socialiste et qui pose la question que faire sur base de la petite minorité socialiste du 19e siècle persécutée de partout et voulant changer l'État. Et bien maintenant les Francs ont changé d'une certaine manière. Maintenant c'est les gens si on veut, conservateurs ou qui tiennent aux valeurs historiques de l'Europe, qui se retrouvent de plus en plus en minorité et qui se demandent mais comment pouvons-nous faire finalement pour survivre, pour avoir quelque chose à léguer à nos descendants. Alors comment vous définisseriez le déclin en quelques mots, le déclin de l'Europe ? Parler de déclin est toujours une question évidemment très difficile. Moi, en tant qu'historien, je suis essentiellement axé sur la comparaison des grandes civilisations, des grandes sociétés dans l'histoire. Et quand on compare, par exemple, le 1er siècle avant notre ère, comme la phase finissante, terminale de la culture gréco-romaine, ou quand on compare, par exemple, le 6e siècle en Iran, ou quand on compare le 2e siècle avant notre ère en Chine, on voit partout comme ça des civilisations en fin de parcours, en fin de vie, qui montrent toute une série de symptômes de déclin, que ce soit la chute démographique, que ce soit une certaine perte de valeur, que ce soit le déclin de la religion traditionnelle, que ce soit la décomposition de la famille traditionnelle, que ce soit une polarisation de plus en plus grande entre élite et peuple, et puis surtout que ce soit le manque de loyauté ou le manque de fidélité de plus en plus grand des habitants par rapport à leur propre passé. Tout ça sont, à mon avis, des symptômes d'une civilisation vieillissante, en déclin, qui risque tôt ou tard de devoir s'approcher d'une phase de transition ou de déclin violente à la fin de laquelle nous aurons au mieux une certaine stabilité sclérosée. Alors vous évoquez deux types de réponses à ce déclin, une réponse qui serait collective et une qui serait plus individuelle. Et dans cet ouvrage, vous choisissez de parler des réponses individuelles. Pourquoi justement n'aller que sur cette question des réponses individuelles qu'on peut apporter à ce déclin ? Comme vous le dites, l'ouvrage au fond fait partie d'un genre de diptyque. J'ai essayé en même temps de m'adresser aux deux questions. Alors en ce qui concerne le volet plutôt social, plutôt politique, il y a un petit livre qui vient aussi de sortir à l'instant, qui s'appelle Renovatio Europa et qui est sorti pour le moment en allemand et en anglais, qui sortira très bientôt aussi en français, où j'essaie justement avec quelques collègues de jeter la lumière sur l'aspect politique. Mais comme je disais, en tant qu'individu, le positionnement est tout autre, parce que c'est une des choses d'espérer un renouveau ou au moins une stabilisation de la crise actuelle venant du domaine politique et se trouvant à l'issue d'un certain comportement électoral ou politique, mais
dans la vie de tous les jours, il ne faut pas se leurrer, ce renouveau de l'Europe ou cette stabilisation de la civilisation européenne ne viendra pas d'un acte électoral unique. Ce sera une très longue lutte qui durera des années, voire des décennies. Et dans ces temps-ci, il y a énormément de choses qui peuvent se passer. Et la question, c'est surtout comment aussi rester fidèle à sa tradition tous les autres jours de l'année, pas seulement le jour de l'élection finalement et de l'action politique, mais aussi dans tous les autres domaines de la vie. Par exemple, que faut-il faire dans l'environnement familial pour rester fidèle à ses valeurs? Que faut-il faire dans le domaine du travail? Comment est-ce qu'il faut se positionner en faisant les courses? Comment est-ce qu'il faut investir? Comment est-ce qu'il faut se projeter dans l'avenir? Toutes ces questions, finalement, de tous les jours sont des choses qui m'ont hanté pendant très longtemps et en essayant d'y apporter mes réponses tout à fait privées, j'ai fait quelques notes et à la fin, je me suis dit que ça pourrait peut-être intéresser quelques lecteurs de voir ça en source d'inspiration, pas pour faire le copier-coller de ma propre pensée, mais tout simplement pour diriger un peu leur pensée et pour inspirer peut-être aussi quelques réponses par-ci, par-là, et surtout de montrer qu'ils ne sont pas seuls à se poser ces questions-là, mais qu'au fond, on est beaucoup à se poser cette question-là. Que faire? Comment est-ce que cette Europe va-t-elle pouvoir encore survivre les années, les décennies à venir? Alors vous parlez de cette Europe, mais vous parlez aussi d'une opposition entre élite et peuple, mais finalement, les gens qui se réclament, qui se disent européens, la plupart du temps, vraiment dans la majorité des cas, ce sont des élites, parce que l'Europe, souvent on dit qu'elle était imposée au peuple. On voit quand le peuple est consulté sur l'Europe, eh ben, il lui dit non. C'est ce qui s'était passé avec le traité pour une constitution européenne, c'est ce qui s'est passé après avec le Brexit. Donc est-ce que c'est pas finalement contradictoire de se dire du côté du peuple, mais en se disant européen, parce que l'Europe, finalement, ça ne parle qu'à une élite, qu'elle soit de droite ou de gauche? Ça aussi, j'essaie vraiment de l'expliquer dans le livre, qu'il ne faut pas suivre cet amalgame qui nous est imposé par les institutions de l'Union européenne. Il y a une différence, à mon avis, fondamentale entre l'Union européenne et l'Europe. L'Union européenne, c'est une institution dont on peut dire beaucoup de mal et qui est certainement en train de pousser notre civilisation européenne dans un sens assez néfaste. L'Europe, en tant que telle, en tant qu'idée, en tant qu'élément culturel, est évidemment autre chose. Parfois, je parle aussi d'Occident. L'Europe, pour moi, est beaucoup plus qu'une institution. C'est une civilisation qui recouvre l'entièreté de notre continent, qui est enracinée profondément dans la tradition gréco-romaine et les valeurs judéo-chrétiennes. C'est un ensemble qui s'est développé sur des siècles, voire sur des millénaires, qui est inimitable et qui nous unit tous. Moi, je suis totalement convaincu que un Français, un Allemand, un Portugais, même un Russe ont beaucoup plus d'éléments culturels en commun qu'il l'aurait, par exemple, avec une personne issue de Chine, d'Inde ou même de Turquie. Pour moi, cette civilisation européenne est une réalité et même si le discours anti-Union européenne, qu'on peut très bien comprendre, pousse beaucoup d'Européens à jeter le bébé avec l'eau du bain et à se déclarer contre l'Europe qu'ils associent avec l'Union européenne, je suis assez sûr que les crises vers lesquelles nous allons assez visiblement dans toutes les sociétés européennes va de plus en plus faire émerger cette identité européenne qui unit tous les Européens qui seraient fiers, qui se réclament de leur tradition, de leur histoire et qui verront beaucoup plus leurs identités communes à fur et à mesure qu'ils vont devoir se battre à la fois contre des élites politiquement correctes, mais aussi se battre, si on le veut ou non, au moins d'un point de vue métaphorique, contre les sociétés parallèles qui s'installent un peu partout en Europe et qui tentent d'imposer aussi leur mode de vie qui est très différent de celui de l'Europe historique. Alors pour revenir à des choses peut-être un peu plus politiques, vous parlez à un moment d'un mouvement de balancier qu'il y a longtemps eu dans les pays entre la droite et la gauche, qui aujourd'hui se déplace sur une opposition entre ce que certains appellent les mondialistes et aujourd'hui les populistes en face. En revanche, un élément étonnant par rapport à d'autres ouvrages qu'on reçoit notamment à TV Liberté, c'est que vous êtes assez sceptique par rapport à la montée de ces populismes, que vous dites finalement incapable de répondre aux grands enjeux du moment, aux grands enjeux de civilisation. Tout à fait. Je crois qu'il faut faire plusieurs distinctions. D'un côté, il y a ce qu'on peut appeler le populisme en Europe occidentale, qui n'a jamais encore eu la possibilité même d'exercer le pouvoir, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne actuellement, que ce soit en Angleterre, et dont donc la lignée politique s'épuise essentiellement dans une opposition fondamentale avec un programme
programme politique qui n'est pas particulièrement convaincant, qui est juste convaincant jusqu'à la mesure où il démontre très clairement les problèmes du monde actuel, mais quand on voit les réponses, on voit très clairement que c'est assez difficile d'imposer cela, d'autant plus que nous sommes, si on le veut ou non, dans un cadre à la fois mondialisé, à la fois très fortement dominé par les institutions européennes, que même un changement de pouvoir radical, disons en France ou en Italie, ne changera pas fondamentalement la donne. On l'a vu par exemple aux États-Unis avec la montée de Donald Trump, où on a très bien vu que lui, devant s'arranger avec une élite bureaucratique et administrative qui ne lui a pas du tout acquise, guide le pays vers un grand clash interne et va tôt ou tard causer aussi une certaine paralysie des institutions, même américaines. Donc c'est pour ça que je suis assez sceptique quant aux espoirs d'un changement de cap paisible, pacifique, graduel en Europe occidentale. Par contre, je ferai la différence avec ce qu'on appelle les populismes en Europe orientale, que ce soit la Pologne, que ce soit la Hongrie, où là, justement, les forces traditionnalistes ne sont pas en minorité dans l'opposition, mais au contraire correspondent au souhait électoral d'une large majorité de la population, se trouvent au pouvoir, arrivent à gérer leur pays d'une manière assez étonnante et assez bonne, il faut le dire, et qui montre donc qu'une alternative est possible, même si les conditions de base existant en Europe orientale sont très différentes, parce que toute une série de problèmes qu'on connaît à l'Ouest n'existent pas encore tellement à l'Est. Donc je crois qu'il faut faire vraiment la différence entre les différents types de populisme et dire qu'un véritable changement vers une Europe traditionnaliste plus proche de sa racine historique, à mon avis, se dessinera seulement dans quelques décennies, je crois, à l'issue d'une phase de transformation fort délicate et assez dangereuse, mais qui se dessine déjà maintenant à l'horizon. Alors là, on parle d'éléments assez généraux, mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que dans votre ouvrage, il y a systématiquement une partie explication du déclin dans l'éducation, dans la consommation, dans plusieurs aspects de la vie, et que faire. Donc vous apportez des réponses, et dans ces réponses, il y a une constante qu'on voit, que ce soit par rapport à la consommation, par rapport à la sécurité, vraiment à n'importe quel sujet, c'est que vous montrez une certaine hostilité vis-à-vis de l'État. Donc est-ce qu'aujourd'hui, le pire ennemi de l'Européen, du Français, de la personne qui a une vision traditionnaliste du monde, est-ce que son pire ennemi, finalement, ce ne serait pas l'État plus que l'immigration ou d'autres phénomènes ? Oui, c'est certainement quelque chose qu'on pourrait dire, même si je sais que c'est assez difficile de l'entendre, surtout en France, qui est si traditionnellement étatiste et qui puise une large partie aussi de son identité, de son identification avec l'État-nation. Mais comme vous le dites, je suis convaincu que la véritable racine de cette crise dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui partout en Europe, d'ailleurs pas seulement en France, n'est pas l'immigration, qui est un symptôme finalement, qui est un symptôme, un résultat d'une certaine faiblesse de notre civilisation qui n'arrive plus à imposer ses valeurs et à créer un cadre inclusif permettant aussi l'assimilation de population venant de l'étranger. Non, le véritable problème, c'est justement cette faiblesse interne, cette dissolution, ce manque de confiance finalement aussi dans sa propre histoire. Et malheureusement, l'État est devenu aussi l'un des exposants de cette faiblesse-là. Parce que nos États aujourd'hui, tout comme d'ailleurs l'Union européenne, et c'est justement pour ça que je suis fort sceptique par rapport à l'espoir qu'une prise de pouvoir sur l'État pourrait changer profondément la donne, le fait est donc que cet État, il poursuit un agenda qui est un agenda laïque, culturellement neutre, axé uniquement sur les droits universels, sur les valeurs fondamentales de tous les êtres humains, et qui est d'un côté une bonne chose, mais qui est trop peu pour défendre non seulement tous les humains vivant accidentellement en France ou en Europe, ou l'Union européenne, mais de faire survivre aussi l'identité qui est propre à ce pays-là. Bon, je sais bien qu'aujourd'hui, avec le nouveau président français, sa célèbre parole selon laquelle il n'y avait pas de culture française, mais juste des différentes cultures se trouvant en France, montre déjà très bien justement cette prise de pouvoir sur l'État d'une certaine élite et d'un certain esprit politiquement correct, totalement déconnecté des racines historiques de l'ensemble qu'il gouverne, et dès lors, ces institutions qui sont
totalement dominés par cet esprit qui est inscrit en plus dans toutes ces normes et tout son droit, est devenu, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, un ennemi de ces traditions culturelles, ou en tout cas n'est certainement pas quelqu'un qui va le défendre. C'est pour ça que l'un des messages aussi du livre, c'est qu'il faut cesser de faire confiance dans l'État. Cet État, ce n'est plus le nôtre en tant que Français ou en tant qu'Européens, c'est devenu une institution opaque et anonyme finalement. Et si nous voulons défendre dans la vie de tous les jours notre identité, l'identité française, l'identité européenne, eh bien il faut commencer à construire des réseaux parallèles. Il faut construire finalement, même si c'est très douloureux de l'avouer, il faut construire une société parallèle, parce que nous ne sommes plus finalement la majorité qui puisse inspirer ces institutions. Nous sommes devenus un groupement parmi d'autres, et dès lors, si nous voulons persister, il faut que nous nous défendons et que nous nous unissons et que nous construisons une société parallèle qui puisse au moins conserver ce qu'on a actuellement. Avec parfois des choix radicaux à faire. Par exemple, il y a un court chapitre où vous proposez de quitter la ville. Alors vous n'avez pas seulement quitté la ville, vous avez quitté la Belgique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que finalement vous avez vécu ce que vous proposez, vous avez quitté votre pays. Vous pouvez nous expliquer pourquoi, comment ça s'est fait? Oui, tout à fait. Tous ces différents éléments que j'énumère dans l'ouvrage viennent de mon propre ressenti, un ressenti très souvent douloureux, parce qu'en tant qu'historien, je vois ce déclin de notre civilisation européenne avec une grande douleur personnelle. Ça me touche personnellement. C'est pas juste un fait qu'on lirait dans un livre, mais quelque chose que je vis ou que j'ai vécu au quotidien. Et je ne voulais pas que mes enfants grandissent finalement dans un cadre où culturellement, ethniquement, socialement, même historiquement, ils font désormais partie d'une minorité qui se balade finalement presque comme des étrangers dans une ville qui jadis, ou dans une civilisation qui jadis a été construite par leurs ancêtres, mais qui leur appartient plus d'une certaine manière, ou en tout cas qui leur a été aliénée. Et alors nous avons découvert l'Est européen, la Pologne, la Hongrie, et on a eu très vite cette impression assez bizarre de nous sentir de nouveau chez nous. Très curieusement, quand on est allé à Varsovie ou à Budapest, on a eu l'impression, tiens, on est de retour en Europe. Une impression qu'on n'avait pas étant à Bruxelles ou à Verviers. Donc ça nous a vraiment motivés à nous dire, au moins pour nos enfants, nous voulons qu'ils grandissent avec cette impression d'être dans un cadre où la culture, la civilisation européenne est encore vivante, est encore présente dans tous les domaines de la vie active. Et alors on a pris la décision en effet d'émigrer au moins pour un certain temps en Pologne pour permettre à nos enfants de connaître ce que nous on a connu quand on était petit, mais ce qui n'est plus du tout acquis maintenant dans les années 2010-2020. Voilà, donc ça résume assez bien votre ouvrage. C'est un ouvrage, disons qu'on pourrait dire pessimiste, mais pas fataliste. Que faire? Vivre avec le déclin de l'Europe de David Engels. Le prochain livre donc est à paraître pour quand en France? J'espère fin de l'année. Je dois encore terminer la traduction. Merci beaucoup, David Engels. Merci pour l'invitation.